Jean-François Aquili. Bonsoir Olivier. Jean-François. Bonsoir Michel Sapin. Bonsoir. Nous allons revenir sur François Hollande, chef des armées. Au moment où nous parlons, les opérations militaires se poursuivent au Mali. La France s'attaque désormais au nord avec un feu vert de l'Algérie qui a autorisé le survol de son territoire sans limite par les avions français. Alors Michel Sapin, les buts de guerre sont-ils d'aller au-delà de ce que vous décriviez tout à l'heure? Sur un sujet comme celui-ci, qui met en cause la souveraineté, la nôtre mais celle des autres pays, qui met en cause la vie de nos hommes comme celle d'autres, s'exprime le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. C'est eux qui disent les mots, et chaque mot dans ce domaine a un sens. Alors les Français ont découvert un président... Pardon Jean-Christophe, oui. juste une seconde quand même. Je sais bien que vous n'êtes pas ministre des Affaires étrangères, mais le fait que l'Algérie accepte que son territoire soit survolé par les avions français dans leurs opérations, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, non? C'est important. Chacun a vu que c'était préparé depuis plusieurs semaines, non pas pour cette opération, mais parce qu'il convient de lutter en profondeur contre l'implantation du terrorisme dans cette partie-là du territoire africain. Là, il y a eu une opération particulière qui a été combattue de cette manière-là. Elle ne néglige pas tout ce qui est décidé par ailleurs, mais qui est plus lent, la nécessité pour le Mali, avec des forces africaines, de reconquérir sa souveraineté. Mais tout ça ne pouvait se faire dans de bonnes conditions qu'avec l'accord et même la participation de l'Algérie. C'est à l'évidence ce qui est en train de se faire, tant mieux. Michel Sapin, ça a été négocié lors du voyage officiel Non, mais ce sont des sujets qui sont abordés depuis longtemps, vous le savez bien, avec l'Algérie. L'Algérie a une énorme frontière avec le Mali. Vous savez bien aussi qu'une partie des forces terroristes qui se trouvent au nord Mali était auparavant en Algérie. Donc il y a quelques liens, quelques relations. L'Algérie connaît extrêmement bien le territoire et les hommes. Mais ce sont les liens particuliers de François Hollande avec l'Algérie. Quand il y est allé, il a dit « je connais bien ce pays ». Il y a fait son stage, etc. Oui. Bien, oui, il le connaît bien, mais ça fait déjà plusieurs mois que les relations avec l'Algérie sont travaillées. Il était nécessaire de le faire pour beaucoup d'autres raisons, mais y compris pour cette raison, lutter contre le terrorisme en Afrique. Alors les Français découvrent un chef de l'État transformé en chef de guerre. Écoutez ce que vous en avez dit tout à l'heure. Engager les forces, c'est-à-dire engager la vie, soit la vie des soldats français, soit la vie des autres, ceux qui sont en face, on n'a pas à le décider tous les jours. Ce sont des moments exceptionnels. Et là où on juge un président de la République, c'est dans les moments exceptionnels. On peut avoir un comportement normal dans la vie de tous les jours et avoir l'attitude exceptionnelle qui convient dans les moments exceptionnels de la vie d'un pays. Alors vous qui avez effectué vos classes militaires avec lui, dans le génie, c'est ça? Vous pourriez nous en dire plus? Vous n'avez pas été surpris? Ne confondons pas tout. Le chef de l'État, il est chef des armées, mais il n'est pas opérationnel. Hein. Ce n'est pas lui qui va mener les opérations, heureusement. Mais il prend la décision la plus grave. C'est lui qui dit « j'autorise l'engagement ». C'est aux forces militaires, bien entendu, aux chefs militaires, de définir quels sont les moyens de cet engagement et les modalités de cet engagement. Mais il prend la décision, c'est lui qui appuie sur le bouton, en l'occurrence le bouton de l'intervention. C'est une décision difficile, c'était une décision nécessaire, d'autant plus que l'attaque a été quand même une attaque relativement imprévue et extrêmement violente des forces terroristes du nord vers le sud du Mali. Michel Sapin, Jean-Luc Mélenchon, que vous évoquiez tout à l'heure, sur un autre sujet, a jugé... on le sait, discutable intervention au Mali. La décision a été prise sans en saisir préalablement ni le gouvernement ni le Parlement. Elle est condamnable, a-t-il dit. Votre avis, fallait-il saisir le Parlement avant de déclencher les opérations? La question est sur la table. On nous parle beaucoup de M. Mélenchon, qui est un homme parfaitement respectable, mais j'ai quand même pas l'impression qu'il reflète l'opinion, j'ose pas dire majoritaire, mais quasiment unanime des Français et des forces politiques sur ce sujet. Donc il exprime son opinion. Moi, je constate simplement qu'il fallait intervenir, que François Hollande le fait dans le respect de la Constitution, que le Parlement sera saisi dès la semaine prochaine, que les forces politiques vont être informées, ce qui est normal. Ça avait déjà été fait dans d'autres conditions par le prédécesseur de François Hollande. C'est ça la démocratie. Le président prend les décisions qu'il doit faire, la démocratie fonctionne, le Parlement est saisi.
Voilà l'important. Vous êtes surpris de la réaction de l'opposition qui finalement Non. adhère à 98%, hein. Il y a, Non, ici et là, je une ne ou deux suis pas voix, surpris, de même que vous auriez posé la même question lorsqu'il y a eu l'intervention en Libye. Je pense que ceux qui étaient majoritaires à l'époque n'ont pas été surpris de ce qu'à l'époque nous ayons soutenu l'intervention en Libye. Donc il y a des moments où la quasi-totalité des forces politiques d'un pays peuvent se rassembler sur une décision de cette nature. Quand on engage ces enfants, quand on engage ces hommes, ils sont ni de droite ni de gauche, hein. Ceux qui sont là-bas au contact, le pilote d'hélicoptère qui est mort dans cette affaire, il a besoin, hein, sa famille et ses compagnons ont besoin d'être soutenus largement, soutenus par l'ensemble des Français. C'est ce qui se passe. Alors Michel Sapin, nous avons largement évoqué dans cette émission la manifestation contre le mariage pour tous, hein. On y revient. Oui, mais ces débats sociétaux que la gauche a initiés ont-ils réellement leur place aujourd'hui? Vous avez dressé tout à l'heure un intéressant ordre de priorité. On vous écoute. L'économie, l'emploi, le pouvoir d'achat, question sociale, ça, c'est au cœur des préoccupations des Français. Ce soir, c'est tout à fait normal, nous parlons de cette manifestation qui est un événement en tant que tel. On ne va pas dire ça n'a pas existé. Mais est-ce que dans 15 jours, dans 3 mois, dans 6 mois, ce restera un événement? Je ne le pense pas. La loi aura été votée et personne ne reviendra sur la loi qui aura été votée. Par-delà ce débat sociétal, franchement, vos amis socialistes qui mettent ça en avant, hein, qui se bagarrent là-dessus, sur la PMA, vous avez aussi le droit de vote qui va revenir sur le devant de la scène avec M. Harlem Désir. Ce ne sont pas vos priorités à vous, mais du travail, c'est ça, hein. Mais non, il n'y a pas une forme je vois bien ce qu'il y a décalage avec je vos vois amis bien du ce qu'il y a PS. dans l'esprit de votre question. Puisqu'il y a des problèmes de chômage, on n'aurait pas le droit de parler d'autre chose. Non, on peut. Oui, mais ça vous agace un peu quand même. Mais non, pas du tout. Écoutez, on doit réformer la société, quelle que soit la situation, qu'on soit en situation de plein emploi ou qu'on soit en situation de chômage. Il y a des avancées, il y a des nécessaires. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir s'il y avait du chômage ou pas de chômage au moment où l'avortement a été autorisé? Non, Madame Veil s'est battue, y compris contre les siens, parce que c'était une question de société extrêmement décisive. Est-ce qu'on s'est posé la même question au moment de la peine de mort? Non, elle a été abolie parce que c'était une question absolument décisive. Et pourtant, on commençait à ce moment-là à se battre sur le front du chômage. Donc ce sont deux domaines qui sont différents. On peut se battre, on doit se battre, c'est la priorité gouvernementale sur le front du chômage et en même temps avancer sur des projets de société. Et ce que j'ai surtout souligné, et vous l'avez d'ailleurs rapporté dans cet extrait, la loi sera la loi et personne ne la remettra en cause une fois qu'elle aura été adoptée. Alors sur la négociation, sur le travail, vous avez dit tout à l'heure, hein, vous l'avez répété, c'est un succès, hein, pour vous, c'est une page tournée. Pour moi, ça? non, pour les partenaires sociaux, Ouais. c'est un succès. Enfin, Oui. il manque quand même, on l'a Pour dit. vous Hein. aussi, Ouais. Michel Sapin. Ah, déjà, les journalistes que nous sommes, on écrit « Ça y est, le futur Premier ministre, il est là !» Écoutez, si à chaque fois qu'un ministre fait, je ne veux pas le dire pour moi-même, mais correctement son travail, il est Premier ministrable, ça fait beaucoup de Premiers ministres. Mais Michel Sapin, tant mieux. Vous Ça trouvez prouve que c'est un Vous trouvez gouvernement Ah non, mais qui a justement, beaucoup de ministres, on vous décerne, hommes et femmes de grande qualité. on vous décerne la Et- médaille d'honneur. là. Michel Sapin, Force Du ouvrière. travail. Force ouvrière et CGT ne sont pas signataires. Mhm. Vous avez juste la CFDT, on va dire, réputée Non. proche du Parti Ne Socialiste. dites pas juste, pardon, reprendre comme ça. Il existe des règles, en France comme ailleurs. Oui. Ces règles, c'est qu'un accord a une force entre partenaires sociaux dès lors qu'il y a une majorité d'organisations syndicales qui le signent. C'est ce qui est en train de se passer. Donc cet accord est un accord majoritaire, c'est un accord qui engage. C'est un peu comme si je vous disais à l'Assemblée nationale, il suffit qu'il y ait la moitié plus un, ça fait une loi. Et la loi ensuite engage tout le monde. C'est exactement la même chose. Bien sûr, à l'Assemblée nationale, il y en a qui votent autrement, je les respecte, mais ici, il y en a d'autres qui ont une pensée différente, qui n'ont pas pensé, qui n'ont pas souhaité, qui n'ont pas pu signer ou qui n'ont pas voulu signer cet accord. Ils apportent une contribution absolument décisive par ailleurs au débat social et à l'action sociale. Je respecte profondément. J'ai avec Bernard Thibault comme avec Jean-Claude Mailly des relations extrêmement cordiales. On peut être en désaccord, extrêmement cordial et extrêmement respectueuse. Là, il y a un accord majoritaire. Cet accord s'impose. Pensez-vous pouvoir faire évoluer ces deux grandes centrales d'ici à ce que la loi ne soit votée? Je sais pas. Puis c'est pas à moi de Terminé. faire évoluer les centrales syndicales. Les centrales syndicales, elles sont pas dans le débat simplement avec la politique. Elles sont dans le débat avec les autres organisations syndicales. Elles sont dans le débat avec leurs propres mandants. Je vais vous dire une chose. Même ceux
qui disent aujourd'hui je ne peux pas signer. Et je peux les comprendre tout à fait. Je ne peux pas signer parce que sur tel point ou tel autre, je ne suis pas d'accord. Ils seront les premiers à utiliser les armes qui aujourd'hui, ou les outils, prendre plutôt le terme d'outils, les outils que cet accord met à disposition des partenaires sociaux pour mieux protéger les salariés, mieux négocier dans l'entreprise les accords qui permettront d'adapter l'entreprise et de protéger l'emploi. Ils seront les premiers là, ils seront les premiers dans la négociation. Ils seront peut-être les premiers à signer des accords dans les entreprises, tant mieux. Alors ce que vous n'avez pas précisé tout à l'heure, c'est la fameuse flexi-sécurité, cette espèce de virage social-démocrate. Hein. Vous mettez un jeu égal avec nos voisins européens. C'est plutôt un succès pour vous, ça, non? Oui, un virage. Je ne sais pas pour qui c'est un virage, mais pour, me semble-t-il, le président de la République, le Premier ministre ou moi-même, je ne vois pas où est le virage. C'est une autoroute. Donc on agit comme ça. C'est notre volonté. Notre volonté, c'est de réformer la France pour mieux protéger les salariés, pour permettre qu'il y ait plus d'emplois. Il y a quand même besoin aujourd'hui en France, sans que ce soit continuellement par la violence, le débat. Alors maintenant, flexi-sécurité, c'est plus interdit d'utiliser ce terme. Ce n'est plus un gros mot. Mais oui, mais on prend toujours des mots. Ce n'est plus un gros mot. On permet aux entreprises de mieux s'adapter en sauvant des emplois et on permet aux salariés d'être mieux protégés. C'est simple comme ça. Quand vous dites flexi-sécurité, quelqu'un comprend quelque chose? Oui, flexibilité pour les entreprises, sécurité pour les salariés. Moi, je dis adaptation dans les entreprises pour sauver les emplois, protection des salariés lorsqu'ils sont dans la difficulté. C'est ce que nous faisons. Oui, mais c'est plus compréhensible que les mots, là, les gros mots qui peuvent avoir un sens. Mais si, des mots qui sont gros, qui apparaissent gros comme ça, il faut leur donner du sens. Ce qui compte dans cet accord, c'est le contenu. Il faut les prendre rayon par rayon. Et vous verrez que chaque produit dans ces rayons est un produit important. Une question un peu particulière. Laurence Parisot, qui était votre partenaire durant toute cette négociation. Non, la négociation était entre partenaires sociaux. Vous étiez dans la coulisse, je ne suis ni syndicat, ni patronat. Vous étiez un observateur privilégié. Alors, allez, on va dire, Laurence Parisot, l'un des principaux partenaires de cette négociation, arrive en fin de mandat. Certains lui prêtent l'intention au fond, de changer les statuts du MEDEF pour briguer un troisième mandat. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça, alors vraiment, c'est l'affaire du MEDEF. C'est l'affaire de Mme Parisot. Vous avez remarqué une chose, c'est pas les gouvernements qui choisissent les dirigeants des organisations patronales ou syndicales. Il nous reste 40 secondes. Il était prévu que l'accord permettrait d'aborder une promesse de François Hollande pendant sa campagne, que lorsque un industriel ne veut plus exploiter un site, il y aurait obligation de chercher un repreneur. Eh bien, il n'y a plus d'obligation. Et parce que vous n'avez pas lu l'accord. Donc, il faut commencer par lire l'accord. Donc, vous verrez que l'accord prévoit, parce que les partenaires sociaux il est recommandé de rechercher, mais il n'y a pas l'obligation. Ils ont prévu, dans cet accord, la procédure obligatoire qui doit permettre aux partenaires, et en particulier aux syndicats, de donner leur opinion sur les propositions de reprise, et s'il n'y a pas de proposition de reprise, d'avoir une influence ensuite. Depuis le début, il est dit dans un document qui s'appelle le document de rotation, vous négociez sur la procédure interne aux entreprises, le gouvernement légiférera sur l'ensemble. Il y aura donc, bien entendu, des dispositions sur ce sujet qui seront proposées par le gouvernement. Rien n'est abandonné, mais tout est exactement dans l'ordre qui avait été prévu et souhaité par le gouvernement. Merci Jean-François, merci Michel Sapin d'avoir été avec nous ce soir. Vous